Merci d'être là avec nous. On est en osmose sur www.osmose-radio.fr, sur Facebook, sur Insta, sur Threads, sur TikTok et même sur X, figurez-vous. Avec nous, j'ai monsieur Guillaume Griffefer. Bonjour Guillaume. J'ai envie de rire aujourd'hui, je vous avertis tout de suite. En plus, vous venez parce que vous venez nous présenter c'est un roman. C'est ça, un roman fantastique. D'accord. Et ça s'appelle Les Chroniques d'Aethelgard, bestiaire d'un monde vivant. Chroniques d'Aethelgard, bestiaire d'un monde vivant. Ce monde, vous l'avez complètement imaginé? Enfin, en partie. Sûrement en partie. J'ai dû m'inspirer de mes lectures et de mon imaginaire. D'accord. Tout démarre avec l'histoire d'un jeune homme, très jeune. C'est ça, d'Ethan. Ethan. On peut raconter un petit peu? Vous voulez que je raconte ou... Comme vous voulez. C'est plutôt vous, l'auteur. Bon, il est jeune, il adore la nature, et ben, il vit dans un monde merveilleux. Ethelgard, c'est une énorme forêt, en fait. C'est une très grande forêt. Je me suis inspiré un peu des mythes sur les elfes. Oui. Pour créer justement ce premier biotope. D'accord. Donc oui, qui va rencontrer la première créature qui va l'inspirer et qui va justement lui donner envie de découvrir ce monde. Un monde enchanteur, fantastique. Enchanteur de légende, ouais. qui est fait pour... du moins, qui est fait de base pour voyager avec lui. D'accord, mais il est tout jeune au départ. 14 ans, 15 ans, quelque chose 8 ans. Ah, carrément 8 ans. Et c'est là qu'il y a la première flash. C'est ça. Il découvre son premier... il voit un premier animal mythique. On peut dire ce que c'est quand même, bien sûr. On ne spoil pas là. C'est un dragon. Un dragon, qui vole roi dans des le dragons. ciel. Le roi des dragons, oui, parce qu'il y a plusieurs styles de dragons. C'est ça. Et je voulais justement marquer... je voulais un animal qu'on connaît, que tout le monde connaît, mais en même temps qui sorte un peu du lot, et qui soit plus spectaculaire, plus marquant. Ça déchire un dragon. Un dragon. Dans Game of Thrones, ça nous a tous percutés. On le rend au moins dans Harry Potter ou dans les animaux il est dans l'imaginaire collectif de tout le monde. C'est passionnant. Et donc, c'est ce dragon dans le ciel d'Aethelgard qui déclenche la vocation de ce jeune homme. C'est ça. Et après, plus tard, il va quand même entrer de plus en plus, mais il va devenir quoi? Naturaliste? On peut dire naturaliste, oui. Son but, c'est de croiser le plus d'espèces possible et justement de les faire découvrir dans un bestiaire au plus de monde possible. De faire un grand bestiaire. D'accord. Mais du coup, vous nous avez offert un récit poétique, fantaisiste. C'est ça. C'est dingue. D'où ça sort tout ça? Parce qu'on rentre dans un monde merveilleux quand même. C'est impressionnant. C'est un monde merveilleux. Et justement, de base, j'aime écrire dans le fantastique. Ouais. Et je voulais que les personnes qui lisent mon livre voyagent avec moi. Voyagent à travers les yeux d'Ethan. Qui puissent... qu'une personne même qui n'arrive pas à s'imaginer ou visualiser puisse, avec les détails d'un naturaliste, tout ce qu'il compare, tout ce qu'il voit, avec toutes les choses dont il s'émerveille, que justement il puisse voyager avec lui, s'imaginer, rêver. Que ça lui permette d'ouvrir une fenêtre vers un imaginaire. Ouais, mais c'est du rêve très structuré, parce que quand même il note tout. Tout. Et vous nous offrez une sorte d'encyclopédie en fait. C'est ça. Si je veux. C'est un peu ça, une encyclopédie de l'imaginaire. C'est un peu Werber aussi, non? Il y avait un truc comme ça, l'encyclopédie, je ne me rappelle plus le nom là du. Oui. Je l'ai eu lu. Il a un drôle de nom là, mais c'est un peu ça, c'est une encyclopédie de l'imaginaire total. C'est ça. Mais il y a quand même une base. Oui, il y a toujours une base. Alors cette base. Il y a toujours les bases des lectures, de créatures qu'on a lues, vues, imaginées, plus les recherches qu'on fait à côté forcément. Ouais. Bon, après, il y a certaines que tout le monde connaît, d'autres qui viennent de cultures que personne ne cherche. Oui, tout le monde s'en fout, sauf quand il y a un gros un blockbuster ou quelque chose qui en parle. Bon, on a quand même le dragon, la licorne, le phénix. Là, on a des références solides. Là. Solides et surtout le serpent, qui sont dans l'imaginaire collectif, comme le basilic. Le serpent, le basilic. Parce qu'il y en a qui ne savent pas, qui pensent que c'est une plante aussi aromatique, avec des dents. Dans la cuisine méditerranéenne. Voilà. Vous étiez un enfant solitaire, sans télévision, dans la nature. Qu'est-ce qui vous a provoqué ça? Parce que je suis fasciné par votre imaginaire. C'est impressionnant. Si, j'avais accès à tout ça. Mais c'est vrai que j'ai toujours aimé lire. Étant dyslexique, j'ai toujours aimé beaucoup lire. D'accord. Donc forcément, tout ce qui était Harry Potter, les animaux fantastiques après,
toutes les histoires de chevaliers dans un monde fantastique. C'est vrai que je suis quand même plutôt axé fantasy. Oui, c'est ça. Donc ça a toujours nourri un peu mon imaginaire. Et vous êtes retenu, il n'y a pas de chevalier. Le deuxième livre, ça commence. Ah oui, et on commence à avoir des humains. Parce qu'on est dans le bestiaire. C'est une sorte de Darwin. Oui, sur mes... Il dans cherche, mes études, il note, il voyage, voilà. Dans mes études, pour mon bac, j'ai fait justement une épreuve sur le théorème de l'évolution. Donc forcément, oui. Darwin a dû m'inspirer à un moment. Il se pourrait, oui, effectivement. Je ne me rappelle plus le nom de l'autre, mais ils étaient deux en fait à se battre un peu sur des concepts. Ouais, mais Darwin, c'est celui qui a porté le... Comme on dit, le père de l'évolution. Voilà. Du théorème de l'évolution. Mais il n'y a pas que ça. Il y a quand même une base. Je pense que c'est vrai que vous lisez beaucoup parce qu'on trouve des histoires un peu chamaniques. Oui, non, après, les minéraux comme le cristal. C'est ça. Après, j'aime bien les séries policières comme un peu Castle. Ouais. Et justement, cette histoire d'un romancier qui voyage, pour le coup, qui est avec sa muse. Ouais. Et justement, il y a un épisode où il est avec un théorème de chaman, tout ça. Justement, j'adore toutes les recherches qu'il fait. Et je pense que, justement, la série Castle m'a aussi beaucoup inspiré. D'accord. Sur la façon d'écrire, de voir, de contextualiser, j'adore. Ouais, mais on plonge avec vous, c'est impressionnant. Et en même temps, il n'y a pas de grands combats. Non, pour le premier, je voulais pas. C'est une forme de quête permanente. Pour le premier, je voulais pas faire, entre guillemets, comme tout le monde, où il y a le héros, son monde, l'objectif, un méchant... voilà. Et une quête. Oui, voilà. Enfin, une quête du moins pour le premier, de sauvetage. Voilà. Non. Je voulais casser un peu ce code et justement qu'il voyage, qu'on voyage avec lui. Vous n'avez pas peur de dérouter le lecteur, là parce qu'on s'accroche bien à nos petites habitudes. C'est ça, on s'accroche aux habitudes et surtout, comment dire, on s'habitue à certains mots. Et je voulais casser ça, j'adore la langue française. Et je voulais remettre des mots qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Par exemple ? Je sais que par exemple, ma sœur, quand elle a relu le livre, elle a bugué sur petit s, de petit s. Ah oui ? C'est tout simple en plus. C'est simple. D'accord. Mais on l'utilise pas tous les jours. C'est vrai. Et justement, elle a bugué sur ça. Alors bon, on l'a charrié un peu sur certains vocabulaires. Et du coup, elle l'a rajouté dans son dictionnaire personnel. Et c'est vrai que si je peux aider la jeunesse ou certaines personnes à enrichir le vocabulaire et à réutiliser certains mots, c'est un bonus. Vous auriez aimé être Ethan, non ? Voyager, noter tous ces animaux. À sa place. Ouais, vous étiez. J'adore me mettre. Il y a quelque chose de vous là-dedans, énormément même. Il y a une part de moi, oui. Ouais. Et ça demande quand même une énorme culture. Je pense qu'effectivement, vous avez bien bouquiné. Parce que tous ces personnages, vous les connaissez. Le dragon, c'est connu. On peut pas se permettre de faire des erreurs sur ce genre d'animal mythique. Quand on regarde, il y en a toujours qui confondent entre la vouivre et le dragon. Ah oui. Dans l'imaginaire collectif, il y en a beaucoup qui confondent. Ou du moins, il y en a qui ont cette liberté. Et justement, on peut basculer facilement entre les deux. D'accord. Après, donc on a énormément d'animaux. Oui. On peut en citer quelques-uns. Donc on a du dragon, mais des moins connus. Alors attendez, j'en avais noté quelques-uns. Le Fenrir noir, je savais même pas ce que c'était qu'un Fenrir. De base, ça n'existe pas le Fenrir noir. Dans les cultures nordiques, c'est le Fenrir, un loup qui va protéger justement un grand loup de mémoire avec Loki. Ouais, ça me rappelle les trucs des dragons, là, le jeune avec son dragon noir, là j'ai oublié son nom. C'est un je sais plus. Vous avez vu ce dessin animé, non le dragon qui est blessé, ça s'appelle Dragon d'ailleurs. Oui, je crois voir du coup. Ouais, c'est le Furie Nocturne. Oui, avec... Et là, on a Fenrir, quoi. Ouais. Oui. Vous voyez ce que je veux dire Dragon. C'est un dragon noir très spécial. Voilà. Oui. Vous l'avez pas celui-là. Vous avez le roi des dragons. Oui, le roi des dragons végétaux. Ouais, végétaux, c'est-à-dire il supervise le végétal, la flore, la faune. Non, la flore surtout. En fait, je suis parti du posteriori. Moi, avec mes études dans le végétal, je voulais mettre justement les végétaux un peu plus en avant, la faune en avant. Ouais. Et je voulais commencer du coup avec un premier animal qui représentait, entre guillemets, cet idéal. Ouais. Et je suis parti du principe que chaque élément a son tempérament. En général, l'eau, ça représentait plutôt le calme, le feu, les tempéraments impulsifs. Et les végétaux, un peu la progression, la force tranquille, mais dévastatrice. La puissance stable. Et je trouvais rien de mieux pour un gros dragon, un roi des dragons végétaux, calme, mais avec une puissance
démesuré. Infini, ouais. C'est ça. Crache du feu, lui. Un peu sur la flore, quand même. Un peu, quand il a besoin. C'est ça. Quand c'est nécessaire, il va seulement. plutôt, avec ses ailes puissantes, tout détruire. On a une licorne, bien sûr. Ça, tout le monde connaît, les licornes. Ça fait rêver. Bien sûr. Il y a un phénix, le feigneur le périssio. Alors, le périssio, j'allais vous demander. Un grand cerf ailé. C'est quoi le périssio? Le péritios, moi je disais, mais oui, quand on lit, on n'a pas le son. Ouais. Périssio. Ça. C'est un cerf? Un cerf, je voulais le confronter justement au griffon. Ouais, parce qu'on a un griffon aussi, bien sûr. C'est ça, justement, qui se confronte avec deux espèces sur un même territoire qui vont avoir globalement les mêmes comportements ou les mêmes approches, mais avec deux visions différentes. Ouais. Avec un plus familial, l'autre plus territorial. On assiste à des scènes quand même. C'est ça. Parce que l'on est en train de détailler le bestiaire, mais il y a de l'action quand même. Il y a un peu, d'action. C'est pas... Je me dis, l'auditeur, il va se dire qu'est-ce qu'il raconte, il nous refait un dictionnaire. C'est pas tout linéaire. Il y a une histoire, bien sûr. Il y a une aventure, ça avance, ça progresse dans une espèce de jungle fantastique, très très belle. C'est ça. C'est un paradis terrestre un peu... Utopique. Utopique, mais avec quelques dangers. Petit côté Costa Rica quand même. Costa Rica, ouais. Mais avec un peu de danger. Il y a un peu d'Australie quand même. Un peu d'Australie, oui, c'est vrai, mais c'est des animaux un peu plus dangereux. On a le morval, que je connaissais pas non plus. Oui. Ouais, c'est pas mal. Il y a un oiseau qu'on appelle le talénor. Il y a des créatures lumineuses, comme les luminaires. Oui, il y a les champignons. Oui, mais après j'allais parler, il y a aussi la partie végétale, parce que là on était dans la faune, le côté animal. Et dans les végétaux, là, on a aussi quelques espèces rares quand même. J'aimerais pas les croiser demain. Non, ça fait un peu peur, ouais. Encore le champignon, pourquoi pas. Le rosier. Le champignon, il s'allume, ouais. Les rosiers sont, en plus, ils bougent. Oui. C'est des rosiers, je sais plus comment vous les appelez, mobiles. Rosiers mobiles, ouais. Oui, je voulais pas un rosier classique que tout le monde connaît. Oui, il est joli. Ouais. Mais... Ils ressentent des choses. Vous êtes inspiré justement on en parlait hors antenne, mais les auditeurs l'ont pas entendu, de ces études qui montrent que les plantes réagissent. Et peuvent ressentir. Et peuvent envoyer des messages. Des ondes. Ouais. Je trouve ça justement très intéressant. Bah oui, c'est passionnant. On est en train de découvrir un monde extraordinaire là. C'est ça. Est-ce que demain on arrivera à le démontrer? Je sais pas. Mais du moins, je voulais faire rêver. Et pourquoi pas? On a de plus en plus de sons. Vous savez, des gens qui branchent les. Oui. Des électrodes et des micros. Qui reproduisent. On le voit même sur Facebook en ce moment, ça commence à devenir très très populaire. La fougère, la mousse, les champignons. J'ai entendu sur France Inter sur le jour. les mycètes et les mycéliums. Ouais, quelqu'un qui faisait chanter des champignons, enfin faire des sons à des champignons, c'était assez hallucinant. Sur leur stress. Ouais, leur stress pouvoir... et les courants électriques qu'on leur faisait pas. Ouais. Vous allez pouvoir organiser des concertos bientôt. Vous prenez la mousse, un rosier avec tous les champignons luminescents, ça va être sympa. Luminescents, plus ça fait le son et la lumière. Ça serait parfait. Mais nos roses, c'est des beautés fatales un peu. C'est ça. Faut se méfier là. C'est ça. C'est une plante que j'affectionne particulièrement. Ouais. Et je me voyais mal déjà de pas le mettre dans mon bestiaire. Ouais. Alors en plus, si je pouvais lui mettre un petit côté rosier fatal, beauté fatale, quelque chose d'attirant comme ça, pourquoi pas. Mais en plus, on voit que vous aimez la nature et que vous connaissez la dualité de ces choses-là. C'est comme le venin du serpent qui sert à soigner ou qui peut tuer. Le même côté de la pièce, la vie et la mort. Ouais, voilà. Le poison de cette rose, c'est un médicament aussi. Oui, il y a toujours un petit côté. Oui, la nature c'est beau, mais il y a toujours un côté prédation. Et ça. Il fallait que je l'utilise un minimum. Ouais, parce que c'est un rêveur. Vous êtes un rêveur, ça se voit, c'est flagrant. Mais en même temps, il a les pieds sur terre. Il y a un côté qui nous dit restez prudent. Méfiez-vous. Non, c'est un peu. Oui. Vous l'avez vu, Into the Wild? Ce jeune qui part comme ça, qui vit dans la nature en Alaska, puis ça, je vais pas spoiler, mais ça finit très mal justement pour une imprudence. Voilà, mais il y a une petite années imprudence, voilà, justement à cause d'une plante. C'est un peu spécial. Ouais. Oui, justement, en se nourrissant. Mais ça me rappelle ça. Je me dis c'est vrai que s'il avait pas fait, voilà. Et ça, quand je faisais mes études justement en production horticole, on rigolait, on disait les plantes qu'on étudiait. On se disait mais en fait. Il y en a certaines, oui, qui vont sauver des vies, qui vont sauver des cancers, et d'autres, mal dosées, peuvent tuer. Ah ouais. Je sais plus qui disait, le poison, c'est la dose, c'est pas le produit. Ouais. C'est ce qu'on utilise, par exemple, pour soigner les cancers. On utilise des plantes, si on n'utilise pas le bon dosage, qui peuvent tuer. Bien sûr. Et comme on utilise certaines plantes ou des graines, comme le ricin pour les cheveux. Ou l'arsenic, en quelques milligrammes, ça soigne. Le laurier rose, qui est une des plantes très connues. Ah ouais.
Ah ben ça, je savais pas qu'on pouvait l'utiliser pour façon médicinale. Je sais qu'il ne faut pas le manger. Je sais pas si on l'utilise le laurier rose du moins médicinal, mais le laurier sauce, on l'utilise en sauce. En sauce, mais il a en tisane aussi. Il a des propriétés digestives qui sont très bonnes propriétés, ouais. Même il paraît quand on le met avec je raconte ma vie, mais quand on le met dans la viande, ça enlève certains côtés toxiques ou ça je t'ai pas au courant. Voilà, de la viande. Sinon, mais je sais que laurier sauce trop dosé en infusion, c'est pas bon pour l'organisme. D'accord. Je sais pas ce que vous avez mangé, vous, mais votre livre, il est fantastique. Des champignons. Oui, peut-être. Ils étaient pas que luminescents, ceux-là. Peut-être. C'est vrai, j'avais oublié que ça existait. Ça s'appelle le Chronique d'Etelgard. C'est ça. C'est ça. C'est aux éditions... Dites-le, du lys bleu. Le lys bleu, oui, je me trompe de plante à chaque fois. J'ai pas la même notion ça, c'est le lys bleu qui m'a permis d'ouvrir cette aventure. Vous avez mis combien de temps? J'imagine que ça prend un moment de réunir tout ça. Ça faisait déjà un moment que j'avais la trame de l'histoire, que j'avais tous mes personnages de créer, et mes recherches, même si j'en ai refait après. On va dire que j'ai repris le livre et que je l'ai refaçonné. Ouais. J'ai recommencé en mai-juin de l'année dernière. D'accord. Et votre héros, c'est un peu un mélange de Darwin, Jean-Henri Fabre et Norbert Dragono. Oui, ils ont tout le monde m'a inspiré. C'est un petit peu... C'est ça, je pense donc, inconsciemment. C'est un peu votre truc, c'est qu'il y a du réel, une base comme ça qui est très réelle, et puis derrière, et après, l'explosion d'imagination. Non, c'est l'imagination, c'est fantastique. J'adore me perdre dans mon esprit et rêvasser et partir dans tous les sens. Ouais. Ce qui est bien, c'est il faut suivre. Mais... non, mais ce qui est bien, c'est que vous le partagez. En plus, c'est un livre, on peut revenir. Hein. Oui. On n'est pas obligé de lire. Mais même moi, des fois, je me perdais dans ma propre histoire. Et je revenais en arrière. Et des fois, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi Parce que du coup, il y a un animal que je remets en deux fois, mais pas dans le même biotope. Ah oui. Et pas dans les mêmes situations. Il n'a pas la même évolution. Justement, ça se base un peu de Darwin. L'éléphant d'Asie et l'éléphant d'Afrique. C'est le même animal, mais ouais. Et justement, je me dis... Je relis, et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je l'ai remis? Et justement, j'étais en train de tout effacer, de refaire tout mon chapitre. Et puis finalement... Et après, je relis mon chapitre quand même avant, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez mis... je me dis, mais qu'est-ce que je suis bête? C'est normal. Ouais. Et j'étais tellement parti loin, et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous êtes barré, quoi. Ah oui. Mais ça va, vous avez les pieds sur terre. De la prudence du senteur de rosier, là. Puisque vous partez, mais vous avez quand même vous contenir. Mais c'est vrai que si vous laissez aller, vous pouvez faire... je pars très loin. Et là, nous-mêmes, on se perd. Alors que là, vous maintenez quand même le lecteur dans un champ, dans quelque chose qui est quand même structuré. Et j'étais parti très loin. Il y a certains chapitres que j'ai effacés, où justement... sur certains végétaux où ça partait tellement loin, je dis non, stop. J'ai effacé et j'ai enlevé, c'était... Ouais, c'est compliqué après, parce que ça devient presque scientifique, mais du scientifique... c'est ça, c'est moi, avec mes études dans le végétal, ça me parlait. Ouais. Et, oui, mais pour un lecteur lambda comme nous... Mais pour quelqu'un de lambda qui s'y connaissait pas, ou pas assez, ou quelqu'un qui était pas assez averti, ça partait trop loin. Déjà que l'histoire part loin... Ouais. À des moments, alors là je perdais tout le monde. Le héros part loin aussi, parce qu'il voyage quand même. Il va par Mons et par Vaux, comme dirait l'autre. Et j'adore voyager aussi, donc je me voyais mal créer un personnage qui reste sur place, qui est statique, et qui bêtement... on se serait vite ennuyé, je crois. On s'ennuie, puis surtout, je vois pas l'intérêt. Non, moi non plus. Par contre, on voyage bien avec votre livre, et je conseille à nos auditeurs d'aller le chercher, de voyager aussi, mais ils vont où pour le trouver ? On peut le trouver sur la Fnac, sur Amazon, chez certains indépendants. Je crois qu'il est en ligne, du moins. En tous les cas, on sent chez vous un grand amour de la nature. J'adore. Je parle beaucoup d'imagination, mais derrière tout ça, il y a de l'amour, quoi. Oui. De l'amour de la nature, des animaux, des interactions qui entre nous, le fait qu'on est tous connectés. C'est ça. Que personne ne veut le reconnaître, enfin personne. Une grande majorité refuse de le voir. Oui. Ouais, mais là, on le sent bien. À travers des images, votre imaginaire, on sent quelque chose, une racine quand même. Je pense que du moins, de mon point de vue, je pense que sans passion, on ne peut pas avancer. Et on ne peut rien faire. Il y a toujours une part de passion, peu importe ce qu'on fait. Et puis vous remerciez aussi tous ceux qui vous ont aidé à créer ce livre. Oui. Ils sont nombreux. Il y en a beaucoup. On les citera pas tous. De la famille, des amis. Mais on les salue. Et puis les éditions. Les éditions surtout qui m'ont permis, parce vous que qui me c'est pas évident. Nous c'est un plaisir parce que c'est franchement c'est un bon petit dessert, c'est croustillant, enfin je sais pas, c'est délicieux, on se régale. Ce sont les chroniques, les chroniques, s'il vous plaît. Les chroniques d'Etelgard, c'est aux éditions le Lys bleu. Le lys, vous voyez, j'arrive jamais. Le lys bleu.
Et c'est notre ami Guillaume Griffefer qui était avec nous aujourd'hui. Merci. Ben, merci à vous. À bientôt peut-être. Pour un prochain, un tome 2, ou je ne sais pas. Il y a un tome 2 dans mon imaginaire en préparation. Ouais, je vois. Ça ne s'arrête jamais ces choses-là. Jamais. Merci à vous, à bientôt. À bientôt, au revoir.